Chers auditeurs, bonjour. Du coup, on a attaqué directement dans le vif du sujet. C'était intéressant, c'était aller directement technique. Bienvenue, du coup, dans ce nouvel épisode de Système. Je suis très heureux de te recevoir, Alexis. Merci pour l'invitation. Je te remercie d'avoir accepté, en tout cas. On va passer 1 heure ensemble, à peu près, plus ou moins, en fonction de si on se fait virer du studio ou pas. Je fais un coucou aux gars qui sont très sympas d'ailleurs. On va parler de pas mal de sujets. La première question que j'ai envie de te poser, c'est ça fait quoi d'être le créateur du contenu le plus sous-coté du game? C'est intéressant que tu me dises ça. Écoute, ça m'a donné l'envie de me remettre au podcast, qui est le format du coup Tribu Indé à popper un peu sur l'univers internet avec un podcast. Ouais. Et donc ça m'a donné la rage de relancer ce podcast-là. À l'heure où on enregistre, on est en mars 2024. Ouais. Et je l'ai relancé, tu vois, en décembre 2023. Carrément. Écoute, ça fait. En fait, je te dirais qu'il y a deux sujets pour répondre à ta question en 2 temps. Ouais. Il y a le côté égo où tu te dis merde, qu'est-ce que je peux faire pour être moi mon objectif c'est d'être mainstream mais dans ma niche freelance. Je sens que je suis pas très loin, mais je pense qu'il y a des sujets sur lesquels je m'interdis d'aller aujourd'hui pour pas être trop clivant et parce que ça m'intéresse pas forcément. Je pense notamment à des sujets sur l'argent, taper facilement sur le salariat. Je sais que ça fait beaucoup de vues, mais c'est pas forcément les sujets qui m'intéressent le plus. Donc il y a le côté dégueu où tu dis mince, attends, sous-côté, comment ça fait quand même 4 ans que je bosse dessus. Et en même temps, je trouve ça cool parce que du coup, j'ai très très peu de touristes dans les personnes qui suivent ce que je fais. Et il y a beaucoup de personnes qui suivent ce que je fais depuis des années maintenant et qui deviennent clients après souvent, tu vois, entre la moyenne, c'est à peu près 6-12 mois. Wow. Après avoir découvert mon contenu, écouté un podcast, lu, être inscrit à une newsletter, etc. C'est à peu près 6-12 mois que les personnes passent à l'achat, notamment sur soit des accompagnements individuels, soit de la formation, soit du livre, etc. C'est ouf. Donc, sachant que tu as déjà le setup qui est déjà construit. Ouais. T'es pas en cours de création, tu vois, d'une offre, produit, client, etc., quoi. Si on rétropédale un petit peu, explique-nous un petit peu ton activité, ce que tu fais et pourquoi tu te dis qu'aujourd'hui t'es quasiment mainstream sur ta niche. Et du coup, moi j'ai commencé, donc moi j'ai 30 ans aujourd'hui, et je suis donc le fondateur. Ouais, toi aussi? Ouais, ça y est. Aïe. Donc je suis le fondateur de Tribu Indé, et Tribu Indé, je le qualifie comme un écosystème de contenu, à la fois des contenus gratuits et payants, parce qu'il faut quand même bien vivre, pour accompagner tous les indépendants, prestataires de services, consultants, donc pas forcément des formateurs en ligne, mais vraiment des consultants, des gens qui vendent leur temps et leur jus de cerveau à une cible plutôt entreprise, et donc je les accompagne à trouver un positionnement, construire leurs offres, apprendre à mieux vendre, apprendre à mieux négocier, gérer un projet, développer leur marketing et leur organisation. Et donc ça passe par tout un éventail de contenus, des contenus gratuits. Donc il y a du podcast, il y a du newsletter, du contenu sur Instagram, sur LinkedIn. Et puis à partir de 2021, j'ai commencé à structurer un vrai business autour de ça. Et donc avec un premier livre qui est sorti, qui est aujourd'hui best-seller, et d'ailleurs qui est indétrônable, donc sous-coté sur certaines niches, mais indétrônable en tout cas sur Amazon. Et puis j'ai lancé des bootcamps, des formations plutôt asynchrones. Et donc tout ça avec des thématiques bien précises liées à la partie business, non pas à la partie métier, mais à la partie business de ces freelances-là. Et puis moi-même, j'ai été freelance et je suis encore freelance depuis... je crois que ma première mission date de 2016-2017. J'ai facturé un article 50 €. Voilà, on démarre tous quelque part. Génial. Et j'étais étudiant à l'époque. Donc tu vois, comme quoi, je pensais pas que ça allait me mener jusqu'ici en 2024, quoi. C'est super. C'est pareil, j'ai commencé aussi sur Crème de la Crème. Ouais, j'ai commencé là-dessus. C'est génial, tu vois, c'est là où on se dit, faut arrêter de se mettre des barrières, tu vois. C'est pas parce que t'es étudiant que tu peux pas rendre service ou en tout cas proposer de la valeur. Intéressant. Si on donne un peu de contexte sur le pourquoi sous-côté et pourquoi je te taquine avec ça, c'est que je crois qu'il y a une connaissance commune à qui on a demandé, qui est le créateur de contenu le plus sous-côté du game. Et on a parlé de toi. Effectivement, ouais. Ouais, c'est très drôle. Thomas Tissot, si jamais il écoute le podcast. Effectivement, du coup, ça me fait plaisir parce que je me dis, il valorise quand même ce que je fais. Ouais, carrément. Mais ce sous-côté, je pense qu'il est intéressant parce que il dit quand même pas mal de choses sur la manière dont je market Tribu Indé, tu vois. Absolument. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vagues, mais tu vois, je suis là depuis 4 ans et je suis encore là pour les 10 prochaines années, quoi. Ouais. On va parler de tout ça justement, de ton podcast, ton média, de l'arrêt que tu as eu pendant 1 an. Enfin, tu vois, de tous ces mouvements-là, ça va être intéressant d'explorer. Juste, du coup, pourquoi aujourd'hui t'es légitime sur ta niche, tu vois, même si ça fait longtemps que t'as créé, tu crées du contenu, que t'as roulé ta bosse sur le côté freelance, pourquoi toi tu serais plus légitime qu'une autre personne sur ce sujet-là? Parce qu'en fait, juste pour donner du contexte, moi je te vois un petit peu comme le maître Yoda du freelance, tu vois. J'espère que je suis quand même un peu plus reclus. Pourquoi je suis légitime?
Alors, je pense pas être forcément plus légitime que d'autres. En revanche, j'ai des atouts que d'autres personnes ne pourront jamais avoir, tu vois. Et notamment sur cette vision long terme. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé le freelancing à l'époque où il n'y avait pas cet Eldorado qu'on voit depuis quelques années, du soloprenariat, des gens qui quittent leur job, des gens qui font des side projects, post-Covid, etc. Donc en fait, si tu veux, moi j'ai connu le freelancing à l'époque où c'était compliqué d'avoir accès à l'information, c'était compliqué d'avoir des retours d'expérience de freelance. Et donc moi j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables au démarrage. C'est énorme. Ce qui du coup, moi si tu veux, ce que je raconte dans les podcasts, ce que je raconte dans les newsletters, sur LinkedIn et ailleurs, c'est pas des trucs que j'ai lus ailleurs et que je recrache bêtement, tu vois. C'est des trucs que j'ai profondément vécu, sur lesquels je me suis cassé les dents et sur lesquels j'ai appris des choses à la fois de mon expérience et de mes missions, mais aussi de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et ça, en fait, plus le temps passe, plus je continue de développer cet actif-là, qui est un actif de connaissances, et sur lequel la réalité, c'est que personne ne va pouvoir vraiment me rattraper là-dessus. On va pouvoir me rattraper sur d'autres enjeux, tu vois, sur la partie marketing, etc. Mais là-dessus, clairement, légitimité. Le fait d'avoir posé une méthode aussi dans un bouquin. Ouais. Aujourd'hui, c'est un bouquin qui fait 280 pages. Ouais. Personne n'a écrit de livre, tu vois. Dans un de tes podcasts, je crois que c'est le paradoxe de, je sais plus, Fermi ou un truc, non, ouais. La loi de, tu vois, qui explique que plus pas un média, mais un contenu est durable dans le temps, ouais. Plus il est valorisé et plus il est indétrônable en fait. Ouais, exactement. Donc, tout joue pour toi en fait. En fait, et c'est intéressant de voir que, tu vois, le livre est sorti début 2021. Ouais. On est début 2024. Il y a aucun livre. Il y a eu quelques livres tentatives qui sont sortis, ouais. Mais aucun livre est sorti vraiment du bois en fait. C'est énorme. Et plus le temps passe, plus en fait le livre continue d'être ultra recommandé. Là, je te donne une exclue, mais je sais pas quand est-ce que sortira l'épisode, mais les droits audio ont été achetés. Ok. Et donc, tu vois, là, je vais enregistrer la version audio de mon livre. C'est toi qui l'enregistres ? Ouais. C'est génial. J'ai demandé, c'était un actif marketing pour la boîte qui a racheté ça. Et donc, tu vois, d'ici quelques mois à peine, il sera sur Audible et sur toutes les plateformes. Et donc, en fait, si tu veux, l'actif marketing, il commence à être assez costaud et ouais. C'est compliqué. Ça va être compliqué là, à mon avis, pour un prochain auteur qui veut écrire un livre sur le freelancing, de se dire comment je fais mieux aujourd'hui avec. Ouais. Intuitivement, ce que je me dirais, c'est que tu vois, ces livres-là, comme les livres de youtubeurs un petit peu, et d'ailleurs, je prends beaucoup de plaisir à en lire. Tu vois, j'ai lu le livre de Cyrus North récemment, très très cool. J'aurais tendance à me dire, ces contenus-là, ils sont un peu périssables, tu vois. Ils vont pas forcément durer dans le temps. Qu'est-ce que tu pourrais répondre là-dessus ? Ouais, c'est une bonne remarque. Parce que, en fait, ça dépend de la vision que tu as avec le livre, tu vois. Moi, je me suis dit, ce livre-là, je vais y passer, c'est simple, j'ai passé à peu près 300 heures sur le livre. C'est long. Colossal. Sachant que tu bosses pas 8 heures par jour dessus, tu vois. Parce que là, j'en vois tout de suite déjà qui vont faire le calcul de 300 divisé par 8, etc. 30 jours, c'est ça. La réalité, c'est que ça marche pas comme ça. Et donc, je me dis, je vais passer autant de temps là-dessus. Si je fais un contenu qui est périmable, c'est un peu con parce que ce contenu-là, je peux le faire ailleurs. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je fais un contenu que je juge intemporel ? Intemporel, ça fait tout de suite un peu prétentieux, mais c'est surtout de se dire ce que je suis en train de développer d'un point de vue méthodologie, d'un point de vue concept, d'un point de vue histoire au sein du livre, comment est-ce que je peux m'assurer que dans 10 ans, ce livre-là, il sera toujours d'actualité ? La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ni mon éditeur, ni moi, on a envie de faire une deuxième version de ce livre-là parce qu'en fait, on ne changerait rien, en fait. Littéralement, il y a pas de... Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on oublie tous les hacks, on oublie tous les raccourcis, on oublie toute la checklist d'outils, etc., qui, en fait, tous les ans va changer, et on se concentre sur des fondamentaux. Les fondamentaux business, comment est-ce qu'on fait du business aujourd'hui, comment est-ce qu'on faisait du business hier, et comment est-ce qu'on va faire du business demain. Les fondamentaux, les bases, créer la conversation, avoir une offre différenciante, la méthodologie pour avoir une offre différenciante. La réalité, c'est que ça n'a pas changé il y a 5 ans et ça ne changera pas dans 5 ans. Carrément. Ok. Et du coup, c'est trop cool de t'avoir sur ce podcast. Pourquoi ? Pour 2 raisons. De manière très égoïste. Je suis très heureux. Pourquoi ? Parce que comme la plupart des auditeurs le savent, je pense, je pars à vivre à Montréal. Donc, c'est le moment où je choisis de faire le switch à mon compte. Et tu vois, je vais me servir de cette heure de coaching ensemble, qu'on va pouvoir diffuser à l'ensemble des auditeurs pour en apprendre plein. Enfin, apprendre plein de choses. Et surtout, en fait, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre un peu le système que tu recommandes aux personnes que tu accompagnes, puisque du coup le podcast est éponyme, tu vois, porte le nom système. Qu'est-ce que tu recommanderais en tout? Tu vois, si je pose la question un peu globale, c'est quoi les pièges que tu as vus? C'est quoi les méthodologies qui sont pas périssables justement et que tu pourrais copier-coller un peu en mode presse à Gutenberg, tu vois, que tous les freelances devraient ou freelance, chefs d'entreprise, de petites entreprises, tu vois, il y a beaucoup aussi de personnes dans ma communauté de profession libérale. Tu vois, toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils devraient appliquer selon toi en termes de système? Ce que je te propose, on peut peut-être prendre le truc en 2 temps. Des personnes qui sont en train de se lancer ou qui veulent se lancer maintenant, et puis après des personnes qui sont déjà un peu structurées. Carrément. Le premier truc, c'est, tu vois, par exemple, c'est ton cas, t'as été longtemps salarié. Le premier écueil et le premier piège dans lequel faut pas que tu tombes, c'est de te dire,
j'ai une expérience dans une belle boîte de sales ou peu importe ton métier. En fait, je vais juste copier-coller ce que j'ai fait dans mon entreprise. Je vais mettre ça avec mon nom et mon prénom et en fait, ça va faire mon offre de marché. La réalité, c'est que vendre des compétences en interne dans une boîte dans laquelle tu es salarié, ça n'a rien à voir avec le fait de vendre tes compétences sur un marché pour lequel il doit y avoir une offre, il doit y avoir de la demande en face, etc. Donc déjà, le premier truc, c'est de te dire, d'un point de vue positionnement, c'est pas juste répliquer et prendre les compétences que tu as et ta bibliothèque d'expérience et te dire, en fait, je copie-colle, maintenant je facture 3 fois plus cher que ce que je gagnais en salarié et ça marche comme ça. C'est te dire, ok, c'est quoi la compétence, c'est quoi la valorisation que je peux avoir sur mon métier, comment est-ce que je me différencie sur le marché. Si par exemple, t'es sales, en fait, il y a 150 sales à côté de toi, c'est sur quel point tu te différencies. Est-ce que c'est ton expérience ? Est-ce que c'est les méthodologies, les process que tu as vus avant ? Est-ce que c'est une expertise particulière sur un secteur d'activité parce que en fait, toi, tu es spécialisé sur la vente sur des cycles longs, par exemple ? Est-ce que c'est sur des produits particuliers ? Est-ce que c'est sur des marchés géographiques particuliers ? Tu vois, c'est tout un tas de questions à te poser qui va te permettre en fait de segmenter un peu mieux ton marché et de segmenter l'offre que tu vas pouvoir proposer. Et tu vois que tout de suite, déjà, la réflexion, elle est plus juste, je quitte mon job, mais en fait, je fais la même chose, mais en freelance, tu vois. Ouais. Donc, en fait, à l'image de l'entreprise dans laquelle que tu quittes côté salarié, c'est de te dire, comment est-ce que je me positionne et comment est-ce que je me market sur un marché donné, tu vois. Ok. Et donc ça, c'est un peu ce que tu as envie de faire ou c'est sur en quoi t'es bon ? En fait, il faut croiser ces deux sujets. Et je te dirais même le troisième sujet, c'est ce que tu as envie de faire, ce sur quoi tu es bon, et sur quoi est-ce que les clients que tu rêves d'avoir sont prêts à payer cher. Parce qu'en gros, tes clients, ils ont plein de problèmes. Sauf que tous ces problèmes-là se valent pas d'un point de vue économique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui sont beaucoup plus urgents, beaucoup plus ce que moi j'appelle des problèmes critiques. C'est-à-dire des problèmes qui ont un impact direct sur le développement ou non de l'entreprise. Et toi, ce que tu veux, c'est d'aller chercher ces problèmes critiques, quel que soit ton métier de compétence. Tu vois, si ça peut être du design et sur une DA parce que en fait, tu es en phase de levée de fonds et tu dois donner confiance à un VC pour lever, donc tu as besoin d'avoir une com qui est clean. Ouais. Mais ça peut être des sujets très liés au chiffre d'affaires, par exemple. Okay. Et te dire, en fait, dans tous les problèmes que moi, je suis capable d'adresser et que j'ai vus dans mes expériences précédentes, lesquels sont les plus critiques et lesquels sont du coup les plus faciles aussi à vendre et sur lesquels je vais me positionner. Ok. Intuitivement, de ce que tu dis là, j'aurais tendance à croire que si je me niche et que je suis hyper spécifique sur l'offre de service que je vais proposer, par exemple, je vais me fermer des clients. C'est un peu je pense les croyances qu'on peut avoir au démarrage quand tu lances ton activité. Est-ce qu'il faut vraiment être niché, tu vois, pour être bon ? En fait, ça dépend à quel point tu as envie d'exploser sur ton activité. Okay. Si tu as envie d'aller vite, mon meilleur conseil, c'est effectivement niche-toi et spécialise-toi. Okay. Ce qu'il faut pas oublier, en fait, c'est que ton positionnement, c'est un truc marketing. Tu vois, on en fait tout de suite. On fait des caisses en mode, non, mais attends, je me niche, je vais perdre des clients, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un positionnement, c'est marketing. Ça veut dire que dans 6 mois, tu vas pouvoir changer. Personne va te dire, non, mais attends, je comprends pas, il y a 6 mois, tu faisais ça, qu'est-ce qui se passe? T'es pas cohérent. Non, en fait, tes clients, ils ont autre chose à faire, ils ont autre chose à voir, etc. Carrément. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, quand je te dis que ton positionnement est marketing, c'est que c'est une aide pour toi, pour te concentrer et te braquer les projecteurs sur une problématique, une cible en particulier. Ça veut pas dire que si, par exemple, je sais pas, t'accompagnes les salles de sport à trouver plus de clients, par exemple, au hasard. Ça veut pas dire que si demain il y a une startup qui vient te voir, tu kiffes le projet et qui te dit, en fait, on a envie que tu coaches nos sales, tu vas dire, ah non, j'ai un positionnement salle de sport, je vais pas le prendre. Ouais. Encore une fois, en fait, imagine ton business comme un magasin qui a pignon sur rue. Ton magasin qui a pignon sur rue, il y a deux espaces. Il y a ta vitrine et puis ce que tu as dans la boutique. Et puis tu as l'arrière-boutique. Tu vois bien que quand tu regardes une vitrine d'un opticien, il n'y a pas toutes les paires de lunettes. Il y a les paires de lunettes qui sont susceptibles d'attirer le chaland et de se dire, tiens, vas-y, j'ai envie de rentrer pour en savoir plus. Quand tu rentres dans la boutique, tu as une offre qui est beaucoup plus pléthorique. Eh bien, c'est la même chose dans ton positionnement et dans ton offre freelance. C'est de te dire, qu'est-ce que je mets en avant le plus possible d'un point de vue offre de manière très réduite pour attirer des personnes qui ont des problématiques bien précises sur lesquelles je vais pouvoir les accompagner. Et une fois que ces personnes-là, tu les as eues, pied dans la porte, tu vas pouvoir leur vendre d'autres services. Okay. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que si une entreprise rentre directement sans passer par ta vitrine et rentre dans ton magasin, si tu es capable de répondre à leurs besoins qu'ils ont exprimés, mais vas-y, tu vois, c'est pas parce que tu as un positionnement. Ton positionnement, il est marketing, il est dans ton effort commercial que toi, tu vas aller faire pour aller chercher des clients.
Donc ça n'a rien à voir avec quand tes clients viennent à toi. Ouais, ok. Ouais, tu vois, après, c'est ce que je me dis toujours, c'est pas parce que tu t'es marketé comme coach qui peut accompagner les personnes trentenaires sur telle partie, par exemple la perte de poids ou la prise de muscle ou je sais pas quoi, que t'es pas capable d'aider un quarantenaire, tu vois, genre. On est d'accord. Voilà, on est d'accord là-dessus. Mais c'est juste que tu vois, par exemple, si je reprends le coach sportif, Okay. si tu me dis, bah moi je suis coach sportif pour tout le monde. Ouais. Si je te dis, ok, c'est quoi ton plan commercial? C'est quoi ton plan d'attaque? Bah tu dis, bah en fait, attends, je peux avoir tout le monde. Et donc, en fait, ton cerveau, il est pas câblé pour réfléchir de qu'est-ce que je fais d'abord, où est-ce que je mets mes hypothèses, etc. Si tu dis, bah ma cible prioritaire, ça va être des personnes qui, je sais pas, préparent un marathon. Ouais. Et bah là, tout de suite, tu peux dire, ok, les personnes qui préparent un marathon, elles sont peut-être sur des applis. Donc, je vais aller peut-être faire des partenariats avec des applications. Tiens, je vais aller voir les groupes Facebook. Je vais aller voir des groupes WhatsApp. Tiens, je vais rentrer dans ces groupes-là spécialisés sur le marathon. Tu vois que tout de suite, en fait, en quelques minutes, tu es tout de suite capable de câbler ton cerveau pour te dire, ok, sur cette cible-là, où est-ce que je vais trouver l'information facilement? Ouais. Et ensuite, bah, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Tu vois, peut-être que dans 6 mois, tu te diras, bah, en fait, moi, je vais accompagner, je sais pas, les femmes qui viennent d'accoucher à retrouver, je sais pas, une forme olympique, j'en sais rien. Ouais, ok. Oui, et puis sur le groupe de, tu vois, Facebook, prépa marathon, il y aura aussi des gens qui vont faire un semi et du 10 km, tu vois. Donc c'est plutôt inclusif comme réflexion. Ouais. Ok, intéressant. Et du coup, donc ça c'est la partie système. Sur le démarrage de l'activité. Est-ce qu'il y a des, tu vois, je pense à des gens qui sont un peu tout seuls, peut-être dans leur appart, devant l'ordi, qui n'ont pas forcément un bureau debout, un tapis de marche comme WAM, pour rentrer bien dans les clichés de l'entrepreneur. T'as un tapis de marche? Ouais, et tout, c'est horrible. Je suis un énorme client. Et j'ai pas encore partagé tous les achats de merde que j'ai fait sur. Mais alors du coup, juste petite, on diverge rapidement, mais donc on peut diverger. Je suis pro pour donc ça. tu utilises ton tapis de marche quand t'es en train de bosser. Ouais. Alors pas sur des trucs trop complexes, tu vois, en termes de tâches. Mais tu vois, typiquement monter un podcast. En vrai, ça me demande pas trop de jus de cerveau. Je sais exactement ce que j'ai à faire, donc ouais, carrément, ouais. Moi, je souris parce que ça me fait toujours penser au film Wall-E. Wall-E. Ah, c'est génial. Ouais, pourquoi? Bah alors, il y a une image où tu les vois tous alignés, ils sont tous obèses. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Exact. Et je trouve que le tapis, c'est peut-être j'ai jamais testé, donc en vrai, je juge sans avoir testé, mais. Ouais, tu juges là. C'est vrai que tu compactes toutes les activités en une. Et moi, j'aurais du mal à me concentrer, je pense. Non, je pense pas. Franchement, c'est impressionnant. Okay. Moi aussi, mais je sais que je suis capable de jouer à World of Warcraft et d'être plutôt pas trop mauvais en marchant. Ok. Genre, c'est insane. Ah, du coup, alors que c'est hyper précis, tu vois, avec la souris et tout, genre. Non, franchement, t'inquiète, tu vas Warhammer, tu testes. Ah, faut que je le teste. et du coup, c'est un peu jouant de l'utile à l'agréable, tu vois, genre, j'arrive à faire 15 000 pas par jour. Effectivement, c'est du coup, cool, ouais. Parce que sinon, moi, tu sais, de base, je suis un gros porc, quoi, tu vois. Genre, mon corps ne veut pas faire d'efforts de sport, contrairement aux apparences. Moi, tu me mets devant la play, je suis content, tu vois. Genre, je suis très heureux, je fais 1000 pas par jour, max, je vais au Subway en bas, au Burger King le soir, ça, et voilà. C'est ta vie, ça. Ça, c'est ma vie, ça. Tu vois, ça, c'est la vie que je me dis, si tout était possible, si je pouvais avoir le corps que je veux en appuyant sur un bouton, qu'est-ce que je ferais? Et ben voilà. Ah, c'est intéressant, tu vois. C'est intéressant, hein, parce que on dirait pas. Ouais. J'ai lancé système, quoi, tu vois. Non, mais c'est un système comme un autre, hein, écoute. Pourquoi pas? Du coup, excuse-moi, j'étais complètement embarqué dans un autre sujet. J'adore quand on fait des trucs comme ça. C'est vraiment ma passion de diverger. Donc ça, c'est le premier, en gros, c'est quoi le système que tu recommanderais? Est-ce que c'est de bosser chez soi? Est-ce que c'est de bosser dans un café? En gros, comment on fait, quoi? Tu vois, je quitte mon job de salarié. Demain, je suis freelance ou chef d'entreprise ou peu importe. Comment je m'organise? Qu'est-ce que je fais, quoi? Ouais. Déjà, pour moi, le plus important, c'est de te fixer des objectifs qui sont réalistes. Ouais. Selon moi, en 3 mois, si t'as pas signé un premier client, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, soit il y a un problème sur ton offre. Ce qu'on est en train de se dire, c'est-à-dire que t'as des appels, etc., mais rien ne convertit. Donc, il y a un sujet sur peut-être ton offre, la manière dont tu t'essaies de répondre à la problématique, donc ta méthodo, et puis ton effort commercial. Ou bien, en fait, tu ne fais que poster du contenu et ça prend pas, et donc, en fait, c'est sors de chez toi et rencontre des gens. Sors de chez toi est une métaphore, c'est-à-dire provoque des opportunités, discute avec des gens. Donc déjà, tu vois, c'est ce truc de manière réaliste, pense au trimestre et pense pas à l'année. Ouais. Surtout pour tester une offre de service, tu vois. En fait, le freelancing, c'est le moyen le plus simple de rentrer dans l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, t'as besoin d'aucune tech, t'as juste besoin d'un ordinateur et ton jus de cerveau. Ouais, c'est clair. Et les compétences, en théorie, t'es censé les avoir parce que sinon, tu te lances beaucoup trop tôt, tu vois. Et pour le coup, l'administratif là-dessus, franchement, il y a plein de corvées administratives en France. Mais ça, c'est trop facile, hein. Ouais. C'est pas un sujet, et au pire, tu délègues, et au pire, quand tu commences, il y a pas d'administratif, il y a peu de flux. Au début, même,
pour la petite anecdote, on en parlait dans l'épisode qui doit être sorti du coup avec en interview inversée avec mon frère, quand j'ai lancé ma Fitbox pendant 3 ans, enfin quand j'ai cofondé ma Fitbox, que enfin faut remettre à César ce qui est à César. Pendant 3 ans, pendant 2 ans, on n'avait pas d'expert comptable quoi. C'était approximatif, la tête la première, la tête dans le mur aussi, mais en fait, je pense qu'il y a aussi ce sujet et je diverge aussi, tu vois, c'est le sujet de se dire ah ouais mais du coup faut que je retravaille mon machin, ah ouais mais du coup j'ai pas d'administratif, tu vois, c'est que des stratégies d'évitement sur le fait de pas se confronter au marché. Ouais, moi j'appelle ça la procrastination active, c'est-à-dire que tu te concentres sur tous les à côté, refaire mon site internet, penser à mon identité graphique, faire mes petites cartes de visite, le logo. Alors que la réalité en fait, ce qu'il te faut c'est juste aller choper des opportunités de discussion qui sur 10 opportunités, il y en a peut-être une qui va signer. Et ce que tu veux sur les 3 mois, c'est signer ton premier client. Okay. Valider que tu as une offre qui fonctionne, que tu es capable de délivrer ce pour quoi on t'a payé, que tu as les résultats nécessaires et que tu es capable de répéter. Et en fait, après le freelancing, c'est quoi ? C'est simplement répéter ce que tu as déjà fait à l'échelle, en systémisant, en gagnant du temps sur chacune des étapes du processus de mon positionnement jusqu'à j'ai fini la mission et j'ai envoyé ma facture. Aujourd'hui, moi, tout est processé. Bien sûr, c'est pas arrivé d'un coup, mais tout ce système et ce process que tu dois créer au fur et à mesure, eh bien, justement, tu vois, il se crée au fur et à mesure. Ça sert à rien de tout créer, de créer les bons process, les espaces clients, alors que t'as même pas un seul client, tu vois. Et ça, c'est ce que je vois beaucoup. Je le vois aussi énormément, pour être tout à fait honnête. Il y a un autre sujet que je vois énormément, et je sais pas, j'imagine, je crois entrevoir, en lisant entre les lignes, que c'est un peu un truc commun, c'est que les gens qui sont en freelance ne veulent pas prospecter ou aller chercher activement des clients. C'est un problème très émotionnel, tu vois, de se dire faut que j'aille chercher mes clients. Qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un qui n'a pas envie d'aller prospecter, qui n'a pas envie de faire de commercial, tu vois? En fait, j'ai 2 réponses qui me viennent, et la première, elle fait pas forcément plaisir. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit en fait, moi, j'ai pas envie de prospecter, j'ose pas aller vers le client. Honnêtement, il y a 50% de chances que tu réussisses jamais à vivre de ton activité en freelance, tu vois. Parce qu'en fait, si déjà t'es pas capable de toi-même essayer de te vendre, imagine si demain t'as envie de créer une agence, d'être en collectif, de lancer un SaaS, un produit, un logiciel. Comment est-ce que tu veux vendre quelque chose qui est, si déjà toi-même t'es pas convaincu que toi-même, avec tes compétences, t'es capable de résoudre des problèmes, ça va être difficile. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que, en fait, qu'est-ce que t'as envie, quoi? Est-ce que tu as envie encore de toucher Pôle emploi et dans 2 ans arrêter le freelancing parce que en fait t'as toujours pas de clients, ou bien c'est de te dire en fait faire du contenu c'est sympa, ça va 2 minutes, mais moi ce que je veux c'est discuter, me confronter et accepter que en vrai ça va pas bien se passer au début, tu vois. Accepter que il va y avoir des appels avec des clients qui vont être catastrophiques. Il va y avoir des emails de prospection que tu vas envoyer sur lesquels il y aura jamais de réponse. Mais encore une fois, il te suffit d'une réponse, d'un rendez-vous pour aller signer une mission à potentiellement plusieurs milliers d'euros, tu vois. Ouais. Et en fait, t'as fait ton mois. C'est clair. Et donc, en fait, comme moi, je me suis branché sur ce truc-là, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai à perdre si ce n'est que la personne ne me réponde pas? Et je le prends pas pour moi, tu vois. En fait, la prospection, c'est quoi? C'est, j'ai proposé un service pour répondre à un besoin que j'avais identifié. Il se trouve que la personne avait soit pas ce besoin-là, soit elle est pas intéressée par mes services, soit elle a trouvé une solution alternative. Je le prends pas pour moi, tu vois. Ouais. Le nom, je le prends pas pour moi. Je le prends juste pour le service que je suis en train de proposer ne lui correspondait pas à un instant T. Ouais. Et c'est très bien comme ça, tu vois. Ça fait penser à 3 choses. Première chose, je crois que c'est Alex Hormozy qui disait, en gros, si t'es pas envie de faire de commercial, c'est juste que tu crois pas en toi ou que tu crois pas en ton produit ou ton service. Bon, c'est QFD, quoi. La deuxième chose, c'est que, j'ai complètement zappé. Ça m'arrive tout le temps. Punaise. C'est pas grave. Non, mais en gros, l'idée, c'était de dire quoi? Ça, on parlait de quoi? On parlait de commercial, d'aller se confronter à des clients. Ouais, justement, tu vois, comment tu priorises le fait de créer du contenu versus faire du commercial et parler à des clients, tu vois? Ouais. Créer du contenu, stratégie, on va dire 3-12 mois. Okay. C'est-à-dire que tu lances du contenu aujourd'hui, imagine que t'es comme dans un potager, tu plantes des graines. Ouais. Quand tu plantes des graines, je sais pas si t'as déjà planté des semis de tomates. Ça prend du temps. C'est pas en 2 semaines que tu vas avoir les résultats. C'est pareil sur ton contenu. Bien sûr que tu as un biais du survivant où certains vont te dire, parce qu'ils vendent derrière de la formation pour t'aider à créer du contenu, ils vont te dire mais oui ça va fonctionner, machin, etc. Encore une fois, je suis pas en train de dire que ça fonctionne pas, mais il y a quand même une probabilité plus forte que ça ne prenne pas tout de suite, que ça prenne directement parce que tu as fait un post et il y a un client qui se dit ah mais c'est trop bien, let's go. Donc en fait ça c'est un truc de long terme que tu ne peux faire correctement que quand tu as une idée déjà bien précise de qui tu as envie de servir d'un point de vue client et qu'est-ce que tu as envie d'offrir.
Ça te permet de créer du contenu sur les problématiques de tes clients, par exemple, et de les éduquer là-dessus. Carrément. Mais la partie commerciale, en fait, elle commence day one, tu vois. Et cette partie commerciale-là, il y a 2 embranchements. Le premier embranchement, c'est la partie réseau, le levier réseau, qui est une forme de prospection comme une autre. C'est-à-dire identifier quelles sont les bonnes personnes dans ton réseau. Quelles sont les personnes qui peuvent être des alliés? Quelles sont les personnes qui peuvent être des prescripteurs? Quelles sont les personnes qui sont des connecteurs qui peuvent t'ouvrir à leur réseau? Même si c'est des gens de ton réseau, bah, c'est une démarche commerciale que tu vas faire en leur proposant tes services, en leur proposant de l'apport d'affaires, en leur demandant telle et telle intro chez tel et tel client, par exemple. Donc, il y a ce levier réseau que moi, j'activerais en priorité si je devais tout recommencer. Et ensuite, tu as le levier prospection qui est de te dire, bah ok, c'est quoi, si par exemple, tu as déjà eu des entreprises sur lesquelles tu as bossé, c'est de te dire, ok, ces entreprises-là, c'est quoi les entreprises lookalike? C'est quoi les entreprises qui leur ressemblent d'un point de vue data? Tiens, c'est des entreprises qui ont entre 11 et 50 salariés, l'équipe marketing est assez peu développée, il y a peut-être 2-3 personnes maximum. Le niveau de maturité de l'entreprise sur des sujets marketing, elle est à X, Y, Z. Bah, quelles sont les entreprises qui cochent toutes ces datas-là? Et de me dire, bah, en fait, je l'ai fait une fois, et donc j'ai tout mon argumentaire commercial en mode, bah, en fait, vous avez les mêmes problématiques qu'une entreprise que j'ai déjà accompagnée, je l'ai déjà accompagnée, voilà comment ça s'est passé, voilà quels sont les résultats. Ok. Est-ce qu'on échange ensemble? Ok. Tu vois? Très clair, très pragmatique. Le truc que j'avais oublié, c'est que de base, il y a des gens qui sont pas faits pour être solopreneurs ou freelance aussi. Tu vois, genre, je sais pas ce que t'en penses de ça, mais il y a des gens qui sont juste faits pour être salariés et c'est ok. Et tu vois, il y a vraiment cette guerre dont tu parlais tout à l'heure et c'est cool que tu rentres pas dans cette guerre-là de solopreneuriat versus freelancing, versus salariat. Mm-hmm. Et tu vois, je trouve ça un peu incohérent parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont faits pour être salariés et moi, j'ai kiffé mes aventures salariées chez Spendesk pendant les 3 premières années. Enfin, c'était vraiment une expérience fondamentale dans la construction de ma carrière. C'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Mais heureusement qu'il y a des salariés, parce que sinon, on n'aurait pas de job, tu vois. Non, mais la réalité, c'est que s'il y a plus d'entreprises et il y a plus de salariés, bah, en fait, il y a plus de freelance pour bosser avec ces boîtes-là. Donc, effectivement, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que tout le monde peut devenir freelance. C'est-à-dire qu'il y a la réalité, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ouais. En revanche, tout le monde ne réussira pas à être freelance parce que, en fait, ça demande des compétences que tu développes pas forcément d'un point de vue salarié. Et puis, ça demande d'être hyper autonome, d'accepter la solitude aussi, d'accepter d'être une sorte de mercenaire où tu vas arriver, tu repars, t'arrives, et donc tu t'es pas dans une construction d'un projet commun et collectif comme tu peux l'avoir quand t'es dans une entreprise depuis 4, 5, 6 ans. Moi, ça me va très bien, mais en fait, il y en a plein où, bah non, en fait, moi, je veux être en collectif, je veux être dans un open space, j'ai envie d'avoir mes collègues à la machine à café. J'ai aussi besoin d'avoir des congés et de pas avoir la crainte de prendre des congés sans être payé. Enfin, c'est ok aussi, quoi. Dans tous les cas, à chaque fois, c'est un trade-off, tu vois. Que tu choisisses le salariat ou le freelancing, il y a des choses que tu vas accepter et des choses sur lesquelles, bah, t'acceptes, en fait, t'acceptes de pas potentiellement tomber sur un mauvais manager. T'acceptes, de te faire un peu bolosser parfois. T'acceptes qu'on te refuse des vacances, t'acceptes de pas te faire tout le temps toujours augmenter comme tu voudrais, t'acceptes d'être capé d'un point de vue salaire, etc., etc. Mais en fait, à côté de ça, il y a plein d'avantages qui sont géniaux dans le salariat et que tu comprends une fois que t'es parti du salariat. C'est clair. Genre, t'es pas tout seul à la machine à café, tu vois. Clairement. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres pièges que tu as pu déceler dans les personnes que tu as accompagnées, tu vois, des choses un peu classiques, des trucs, des recurring patterns, quoi, si je fais un anglicisme? Ouais, t'en as plein. Est-ce que il y a une thématique que tu veux qu'on traite? Tu vois, est-ce que c'est, je sais pas, l'organisation, la partie commerciale? Je pense commercial, on en a pas mal parlé. Peut-être plutôt en termes d'orga, en termes de, il y a aussi, tu vois, le côté de la solitude, tu vois, où, en fait, t'as ta play qui est à côté de toi, c'est compliqué, quoi. Enfin bref, moi j'imagine qu'il y a plein de, peut-être que je me fais des films, hein, mais il y a plein de pièges dans lesquels tu peux tomber aussi. Tu vois, on a parlé de la stratégie d'évitement. Je pense que c'est un vrai piège, ça aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que t'as imaginé? Ouais, on peut parler de la partie isolement et la partie un peu organisation, qui est à la fois ton organisation interne et personnelle, et puis l'organisation avec tes clients, parce que là-dessus, il y aurait des trucs à dire aussi. Peut-être sur la partie isolement, ce qui est intéressant, c'est que quand tu te mets à ton compte, le premier réflexe, c'est j'ai enfin plus de collègues, let's go, c'est trop bien, je suis chez moi, je fais les heures que je veux, etc. Ça, c'est très cool, mais ça te demande une autodiscipline qui est monstrueuse. En fait, tu l'as dit, il y a ta Play, il y a Netflix. En vrai, t'es chez toi la plupart du temps. Il y a personne qui... Tu vois, si t'arrêtes de bosser pendant 3 heures, il y a personne qui va te dire quoi que ce soit. Ouais. Quand t'as une activité qui tourne, si tu veux, je me dis, il y a pas de problème. Mais quand t'es en phase de setup, quand t'es en phase de construction et d'accélération, tu peux moins te permettre. T'es obligé de mettre un certain niveau d'engagement pour faire décoller un peu la fusée. Et donc là-dessus, moi, le premier réflexe, et c'est un des premiers invités du podcast qui m'avait dit ça, et ça m'a énormément servi, c'est prends-toi un espace de coworking.
Alors tu vas me dire, ouais, mais attends, c'est cher un espace de coworking, j'ai peut-être pas 500 balles à mettre dans un espace. Prends à la journée, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait au démarrage. Une journée par semaine, j'allais dans un espace où je payais, je sais pas, peut-être 20 euros. Et je peux te dire que j'ai jamais été aussi efficace. Quand tu démarres, que t'as pas d'argent, que tu dois mettre 25 euros pour bosser pendant une journée, mais tu t'as jamais été aussi efficace parce que tu dis j'ai envie de rentabiliser mes 5 ou 6 heures de travail dans ce coworking-là. Okay. Et en fait, le fait de le faire de manière récurrente et régulière, tu retrouves les mêmes personnes. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que tu commences à te créer une sorte de petit réseau, même si c'est d'autres freelances, c'est des freelances qui peuvent devenir des prescripteurs, etc. Donc ça, c'est vachement intéressant, tu vois. Ok. Du coup, c'est trop bien, on retombe sur nos pieds à chaque fois. Il y a un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est du côté d'accountability. C'est quelque chose qui revient extrêmement souvent chez les invités du podcast. Toi, je crois que tu as savoir que tu as un système en place sur cette partie-là. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que, en gros, l'accountability, c'est le fait de rendre des comptes, quoi, de se rendre, je sais pas s'il y a vraiment une bonne traduction. Moi, j'appelle ça des groupes de responsabilité. Ok. Certains appellent ça des masterminds. Ok. On a des génies et tout, mais c'est souvent des groupes de responsabilité où en fait on se rend responsable les uns des autres. Et moi, ça vient d'un truc où c'est l'importance de s'entourer de vagabonds talentueux et qui sont parfois plus talentueux que toi, tu vois. Et ce truc de vagabond, ça vient je crois que c'était au XVIIe et XVIIIe siècle, il y avait une sorte de société secrète qui s'appelait la Lunar Society, dans lequel tu avais Darwin, James Watt, Marx, etc. Et donc en fait, ils se retrouvaient pour philosopher, pour discuter, pour faire émerger des nouvelles idées. En fait, je trouve ça extrêmement puissant de trouver un groupe de pairs dans lequel tu vas pouvoir, de manière régulière, vous fixer des objectifs communs, des objectifs individuels, et compter sur le groupe pour te rappeler où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mal fait, comment est-ce qu'on peut t'aider, et comment est-ce qu'on peut faire changer et tourner le prisme pour voir dans une autre direction et te permettre de te débloquer dans une situation dans laquelle t'es. Ouais. Et donc ça, moi, c'est un truc que j'ai eu dès le début, tu vois, 2010, début 2019, j'ai eu plusieurs groupes, hein. Ces groupes-là, ils viennent, ils repartent, etc. Avec des groupes plus ou moins nombreux. Et aujourd'hui, j'ai notamment un groupe où on est 3. Et toutes les semaines, sans exception, on se parle toutes les semaines. Donc généralement, c'est le mardi en fin de journée. Ok. Et on attaque des problématiques. On connaît les objectifs de chacun et chacune d'entre nous au trimestre et à l'année. Okay. Et l'idée, c'est que chaque semaine, on fait un tour de table des sujets un peu brûlants, entre guillemets, et on fait ce qu'on appelle des hot seats, c'est-à-dire une personne vient parler d'une problématique, et le but du jeu, c'est que les 2 ou 3 autres personnes autour puissent lui faire des retours, lui poser des questions, et leur donner une sorte de « si j'étais à ta place, qu'est-ce qui se passerait ?» Donc tu vois, moi j'aime bien avoir, en tout cas moi j'ai plutôt cette casquette de consultant plus que de coach, où je questionne moins mais je partage mon point de vue. Et donc imagine sur 1 an, 2 ans, là ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on fait ça, imagine la base de données de connaissances qu'on a aujourd'hui qui est extraordinaire, tu vois. Avec des personnes qui sont au même niveau que toi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ok. Et donc il n'y a pas de bullshit, tu vois, parce qu'en fait on est entre nous, et donc en fait c'est là où tu partages vraiment, tu partages les vrais chiffres. Ouais. Tu partages les vraies problématiques, pas les petites problématiques que tu peux trouver sur Internet, tu vois. Ouais. Les vrais trucs un peu deep que t'as pas forcément envie de partager avec le monde entier. Et donc ça te coupe un peu tout le bullshit que tu peux avoir sur les réseaux sociaux notamment. Tu vois. Intéressant. Et il y a aussi un sujet de est-ce que t'as toujours envie d'y aller? Parce que moi je m'interroge toujours sur les groupes d'accountabilité, j'interroge toujours sur la durabilité, tu vois. Au début tu le fais, t'es tout flamme, c'est cool parce que tu vois des personnes qui sont très stimulantes, et je sais que quand je vois, que je mange ou que je fréquente des personnes qui sont un peu dans le même mood que moi et d'un même niveau que moi, ça me met un peu ce feu sacré. Donc je vois très bien la plus-value à ce niveau-là. Mais est-ce que tu arrives à le faire durer dans le temps, tu vois? Nous, ce qu'on fait, c'est que tous les 3 mois, on fait un point. Okay. Et on se dit, ok, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue sous le même format? Est-ce qu'on y trouve de la valeur dans ce qu'on vient chercher, etc. Ok. Donc déjà, ça c'est important, tu vois. Moi, je me suis toujours dit, je reste pas dans un groupe si je sens que je progresse pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que, tu vois, depuis 2019, il y a eu plusieurs groupes sur d'ailleurs plusieurs thématiques, tu vois. J'ai maintenant un groupe sur la partie course. Okay, en fait, je me crée aussi des petits groupes parce que, en fait, je viens chercher des informations et des sujets en fonction des différentes personnes avec qui je suis. Mais après, en fait, moi, j'ai pas de mal à me dire, si je sens que ça m'apporte plus grand chose, je vais pas faire avec de présence, tu vois. Et c'est le contrat qui est de base, tu vois. Okay. Ce qui est intéressant, c'est de se fixer des objectifs. Tu vois, par exemple, sur le groupe de course, c'est de te dire, voilà, on a un objectif de semi, on a un objectif de marathon, on a un objectif de ça. Une fois qu'on a fait le semi, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Est-ce qu'on considère que le groupe nous a aidé à accomplir ça et donc on le ferme et c'était très bien comme ça?
ou bien on continue et on essaie de se rechallenger sur un nouvel objectif. Tu vois. Comment tu fais pour trouver les personnes? Beaucoup de réseaux. Réseau de réseau. Ok. Et en fait, tu vois, c'est de dire, bah tiens, j'ai ce sujet-là. Est-ce que c'est un sujet que tu as déjà traité avec d'autres personnes? Si oui, lesquels, etc. Maintenant, je les trouve aussi chez mes clients, mine de rien. Ok. Donc plutôt sur des sujets qui sont moins liés au business, mais par exemple sur la course à pied, etc. Énorme. C'est des anciens clients, voire anciens clients. T'es quelqu'un de compétiteur, toi? Ouais. Ok. En fait, ouais. Si, de manière honnête, je pense à ma compagne qui me dirait si, il est carrément compétiteur. Ouais, parce que bizarrement, et c'est pas forcément une bonne qualité, mais je cherche toujours l'optimisation. Ouais, ok. C'est-à-dire que je fais rien pour le chill, moi. Qui est un truc qui est pas forcément top, mais tu vois, par exemple, là, je suis en train de courir et je me dis, certains se diraient, c'est cool, tu vois, je vais courir toutes les semaines, c'est chouette. Moi, j'aime bien me dire, ok, il y a un objectif. Ouais. Il y a une intention que je donne au fait de aller courir le dimanche soir alors que tout le monde est devant Netflix et que il fait froid et qu'il pleut, quoi. C'est un peu le côté creuser l'écart, quoi. Ouais, il y a ça et se dire ok, pourquoi je le fais? En fait, j'aime bien trouver une raison pour le faire parce que en fait, c'est la différence entre la motivation et la discipline. Ouais. C'est-à-dire que moi, ma motivation, elle flanche au moindre truc, tu vois. Okay. Moi, je vois un paquet de chips, et c'est pour ça que je parle souvent de mental de chips parce que moi, ma kryptonite, c'est des chips, tu vois. Okay. J'ai aucune motivation à aller courir si j'ai des paquets de chips, etc. Le fait d'avoir une discipline, en fait, le fait de me créer de la discipline liée à des objectifs m'oblige en fait à faire le pas d'après, aller à la séance de sport, lancer ce projet que j'ai longtemps repoussé, etc., tu vois. Ok. Donc ça c'est vachement important. Et ouais, du coup, je pense que je suis compétiteur là-dedans parce que j'essaie toujours de me dire comment je peux faire mieux, tu vois. Tu vois, je me demande à quel point ça peut parasiter les groupes de responsabilité parce que tu vois, c'est un groupe de course. Encore business, c'est différent parce que peut-être t'as pas le même focus en termes de business. Groupe de course, tu vois, genre si je me mets dans un groupe de responsabilité, je vais juste avoir envie d'écraser, même pas battre, hein, tu vois, mais d'écraser les autres de mon groupe, quoi. Et c'est dur ça pour moi. Ouais, mais tu vois, par exemple, c'est intéressant. Sur la course, tu peux vouloir écraser et battre les personnes. Ouais. Mais tu peux vouloir les écraser en leur partageant toute l'information que toi t'as accessible, tu vois. Et j'ai envie de te dire, la victoire sera encore plus belle, tu vois. Parce que vous aviez le même niveau d'information, vous aviez le même niveau de données, et pourtant t'as réussi à les battre, tu vois. Ouais, pour les auditeurs, j'exagère un peu et volontairement le propos, mais c'est pour dire que moi j'arrive pas à me mettre dans une activité, dans un objectif ou autre, sans avoir cette intentionnalité de compétition. Ouais. Et c'est compliqué, je trouve, parce que ça peut vite parasiter des groupes de travail, et c'est pour ça que je travaille souvent tout seul aussi. Alors, tu vois, il faut séparer. Moi, je sépare les groupes de travail business. Ouais. Des groupes de travail. En fait, le sport, même si c'est un truc que je prends au sérieux, oui, c'est pas game changer pour ma vie, tu vois. Dans le sens, tu vois, Tribu 1D, c'est quand même ce qui me fait vivre aujourd'hui. La course, ça me fait pas vivre. Ouais. Ça me fait travailler. Attends, que tu te sois révélé, Alexis. Je peux t'assurer que on n'est pas à l'abri. Non, mais tu vois, ça me fait bosser plein de trucs, notamment le mental, etc. Mais c'est pas non plus, tu vois, s'il y a pas en termes d'échelle d'importance, ça n'a rien à voir avec Tribu 1D. Par contre, sur Tribu 1D et sur tous les groupes business liés à Tribu 1D, je ne suis jamais avec des gens qui sont en concurrence frontale avec moi. Okay. Parce que là, j'ai ce biais de, en fait, inconsciemment, tu peux avoir la rétention d'informations, etc. Et c'est pas bon parce que ces groupes-là, ils sont là pour mettre en avant ta vulnérabilité aussi. Comme un psy, quoi, finalement. En vrai, c'est un peu ça. Okay. Là où sur les groupes de course, la réalité, c'est que, en vrai, tu vois, le sport, moi en tout cas, ma vision, c'est que je suis compétitif, mais je le fais d'abord pour m'exploser moi et battre mes temps et battre mes records, etc. quoi. Carrément. Mais tu vois, c'est marrant parce que on divague encore un peu, mais ce week-end j'avais le Summit de Paris. Ouais. Et en fait, j'étais plus stressé pour le Summit de Paris que pour mon déménagement qui se passe dans 3 semaines, quoi. Et où je suis pas du tout prêt parce que je me fais éclater dans ma vie de tous les jours, quoi. Donc c'est quand même, tu vois, même si c'est une activité anecdotique, il faut quand même garder la présence d'esprit de se dire ok, c'est pas mon focus principal, attention, quoi. Ouais. Et c'est pas facile. Ouais, et t'es sûrement stressé parce que tu as mis de l'intensité d'entraînement, tu t'es mis des objectifs, tu t'es fait ta petite feuille de route, et certaines personnes qui participent et du coup j'ai envie de les battre, tu vois. Là où sur le déménagement, soyons honnêtes, on a pas un petit doc Excel pour lister tout ce qu'il y a à ramener, quoi. C'est clair. C'est clair, on va laisser d'ailleurs. J'ai envie de parler rapidement, on a un peu parlé de ton podcast et du média. Ouais. J'ai envie de rapidement aller sur ce sujet-là. Pourquoi c'est important d'avoir un média et pourquoi c'est essentiel. Essaie de transporter peut-être la communauté en mode avec des émotions, tu vois, de pourquoi c'est important que chacun des auditeurs de cette communauté crée une marque forte personnelle ou peut-être pas d'ailleurs, hein, mais essaie de nous transporter là-dessus, s'il te plaît. Il y a, en fait, moi je pars toujours d'un truc qui est, je pense à mes parents. Et je pense même à mes grands-parents. Mes grands-parents, ils étaient agriculteurs en Italie.
ils avaient rien, ils ont été dépendants des guerres, ils sont venus en France. Mes parents, la réalité, c'est que, alors, ils se sont mis, mon père a toujours été indépendant, mais sur une profession libérale. Ma mère a été très longtemps salariée. La réalité, c'est que, à leur époque, ce qu'on est en train de faire, là, toi et moi, de prendre un petit studio, d'enregistrer un podcast, de publier ça sur Internet, c'était impossible pour eux, tu vois. C'était impossible pour eux, et donc, leur vie et leur carrière dépendaient, pour la plupart, si j'exclus les professions libérales, des entreprises pour lesquelles elles bossaient. Et donc, tu n'avais pas beaucoup de leviers sur lesquels tu pouvais jouer pour accélérer ta carrière, si ce n'est aller chercher une autre boîte, changer d'entreprise, etc., mais en répétant les mêmes schémas. Aujourd'hui, tu as un truc qui est fou qui s'appelle Internet, c'est incroyable, et aujourd'hui, c'est un levier sans permission. C'est-à-dire que tu n'as besoin de demander la permission à personne pour faire entendre ta voix, partager ce que tu as envie de dire et utiliser le format que tu as envie d'avoir pour partager ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en créant ton propre média, petit à petit, tu crées un gap avec des leviers qui sont plus traditionnels. Le fait d'être rattaché à une entreprise et d'avoir un nom prestigieux sur son CV, le fait de dépendre d'une école prestigieuse sur laquelle tu as déboursé 100 000 balles pour y aller, etc. Et donc ça, c'est quand même fou de te dire, si tu le fais pas, il y en a d'autres qui vont le faire. Et c'est quand même dommage, alors que tu as à disposition une place publique et gratuite, la plupart gratuite, pour exprimer tes idées, que tu puisses pas le faire, tu vois. Parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ton média, quelle que soit la carrière que tu vas avoir, en fait, tu es en train de créer et de bâtir ta propre marque et ta propre crédibilité en tant que personne, pas forcément en tant que marque, tu vois, en tant que personne. Et donc, en fait, elle va te suivre quelle que soit ton évolution. Moi, demain, Tribu Indé s'arrête. Oui, il y a une partie des personnes qui me connaissent pour Tribu Indé, mais il y a quand même une grosse partie de ces personnes-là qui suivront probablement les prochains projets que je vais faire derrière, tu vois. Ouais. Donc, je me dis, en fait, c'est passer à côté d'une opportunité qui est énorme de te dire, comme un empire, ça se construit le plus tôt possible, tu vois. Et en fait, le meilleur moment pour construire ça, c'était déjà hier. Et demain, ça sera probablement trop tard, tu vois. Ouais. Et donc, c'est de te dire, mais prends... en fait, on t'offre la possibilité de pouvoir discuter, de pouvoir parler de ce que tu as envie de partager. Fais-le maintenant, tu vois. Voilà. Pas mal, hein. Pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, chers auditeurs. Vous pouvez pas nous dire, mais plutôt pas mal, je dirais. Ouais. Je crois qu'on en parlait d'ailleurs la dernière fois qu'on a mangé ensemble, c'était Squeezie. Typiquement, ouais. Tu vois, Squeezie, il a une communauté tellement forte qu'en fait, il se met sur n'importe quel projet. Il va faire lancer un album, il lance, je sais pas, une marque de vêtements, n'importe quoi. En fait, il a toujours, même si c'est une fraction de pourcentage de sa communauté qui vient, c'est déjà colossal, en fait. Et son asset principal, c'est pas le gaming, c'est pas son CD, etc. C'est lui, en fait. Et c'est ça que la force du truc, c'est colossal, quoi. Et encore une fois, là tu prends l'exemple extrême, tu vois, ouais. De Squeezie qui a créé un monopole qui est monstrueux d'un point de vue personnalité. Ouais. Mais en fait, encore une fois, moi, j'aime bien me dire... moi, mon job, c'est d'être une star de série Z demain, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai pas vocation à ce que dans la rue, on me reconnaisse. Ouais, carrément. En revanche, aujourd'hui, à date, parce que c'est mon intention sur les 10 prochaines années, sur les sujets freelancing, soloprenariat, j'ai envie d'être la personne qu'on recommande le plus, tu vois. Okay. Et encore une fois, dans 10 ans, ça sera peut-être différent, mais en fait, j'aurais appris tellement de trucs sur la partie média, construction en ligne, réflexion, documentation de mon activité, de mes réflexions, qu'en fait, c'est un média qui va être transversal sur plein d'autres activités derrière, tu vois. Justement, à ce sujet, t'as arrêté ton podcast pendant 1 an, quelque chose comme ça. Ouais. C'était quoi la démarche ? Est-ce que t'as des regrets ? Enfin, tu vois, il y a plusieurs questions en une, mais juste pour comprendre la logique un peu qu'il y avait derrière ça. T'avais plusieurs sujets. Le premier sujet, c'est que je sentais que je tournais en rond. Ok. Moi, à titre personnel. D'accord. Donc, c'est-à-dire que la plupart des auditeurs l'ont jamais vu, tu vois. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais moi, je tournais en rond, c'est-à-dire que moi, je fais les choses de manière assez égoïste, tu vois. C'est-à-dire que si je crée quelque chose qui, moi, m'intéresse pas moi-même, il y a quand même très peu de chances que ça intéresse d'autres personnes. Et du coup, en continuant et en me forçant, j'avais peur que tu vois, de continuer, de forcer sur la corde. Tu vois, c'est un peu comme la série qui continue alors qu'en vrai, t'aurais bien voulu que ça s'arrête, tu vois. Et moi, je voulais pas arriver à ce moment où l'auditeur se dit, ça tourne un peu en rond, et donc le truc périclite. Ça, c'était le premier truc. Et la deuxième chose, c'est une question de priorité, en fait. Encore une fois, moi, je suis quasiment solo. Alors, c'est toujours stylé de dire on est solopreneur. La réalité, c'est qu'il y a quand même une petite équipe derrière Tribu Indé. Ouais. Mais je suis quand même la tête devant sur Tribu Indé. Et en fait, il y a une question de priorité. C'est-à-dire que moi, mon business, je le vois sur 2 facteurs. La partie build, c'est-à-dire qu'est-ce que je build maintenant qui va pouvoir me servir à développer Tribu Indé sur le long terme. Une nouvelle offre de formation, un nouveau concept,
un nouveau positionnement, des nouveaux process en interne, etc. Et puis la partie run. La partie run, c'est ce qui permet à court terme de générer de l'argent, de faire vivre le média, etc. etc. Okay. Le podcast était un sujet de run, c'est-à-dire que le podcast était rodé, il y avait des interviews, et donc on faisait du run, c'est-à-dire on continuait de faire ce qu'on a déjà fait. À l'époque, j'avais besoin de me réinventer, j'avais besoin de passer l'étape d'après, passer un niveau côté Tribu Indé, notamment avec des offres un peu plus poussées, revoir toute la pédagogie du bootcamp, lancer un nouveau format qui s'appelle le réacteur exclusivement sur la vente. Et le problème, c'est que je pouvais difficilement passer beaucoup de temps sur la partie run du podcast et en même temps travailler sur des sujets build qui te demandent toute ton attention, tu vois. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix pendant 1 an d'arrêter pour me reconcentrer sur des choses, sur des fondations que j'allais build, les formations qui maintenant sont là et qui me permettent de repasser sur du run et donc de relancer le podcast. Okay. Et du coup, tu as l'impression d'avoir perdu du temps ou pris du retard ou... Non, je pense que, regarde, Tribu Indé, là il y a 85 épisodes à l'heure où on enregistre. Qui a fait un podcast sur le freelancing Okay. Tu vois. Merci, du coup, c'est génial, on enchaîne trop bien. Y a personne qui a pris ta place pendant 1 an. On sait, point 1, que du coup maintenant, le média c'est essentiel. Point 2, t'es le big boss du freelance et tu prends une pause pendant 1 an. Comment t'expliques que personne prenne ta place, quoi? Moi je le comprends pas moi-même, tu vois. Ok. En fait, je pense que t'as plusieurs trucs. Le premier argument que tu peux donner, c'est... non, en fait, il a fait tellement d'épisodes que si je propose juste la même chose, ça sera une version dégradée. Ok. Tu vois, c'est souvent sur le livre. Moi, j'ai discuté avec plusieurs personnes de l'écosystème qui m'ont dit, des créateurs, qui m'ont dit, en vrai, j'aimerais trop écrire un livre sur le freelancing. Le problème, c'est que t'as un peu tout dit, quoi. Donc, j'ai du mal à trouver mon angle à moi. Et littéralement, c'est ce qu'on m'a dit, tu vois. Donc, en fait, c'est difficile de trouver un angle et un positionnement différent de ce qui existe déjà. Il y a ce truc-là. Deuxième truc, la réalité, c'est que y a pas de déter, quoi. Les gens sont pas déterminés. C'est ouf, ouais. C'est vrai que, entre parenthèses, y a le taf que ça demande de lancer un podcast, c'est colossal, même un média global. Tu vois, là, je suis en train de gérer le contenu écrit, du coup, en ce moment. Mais genre, j'apprends un nouveau logiciel, tu vois, et d'apprendre des nouveaux usages, des nouvelles pratiques. Comment est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Mais aussi techniquement, tu vois, ça demande un temps de ouf, quoi. Je suis d'accord, et en même temps, mais regarde les opportunités. En fait, on se dit, parce que souvent on prend en comparaison les États-Unis, tu vois. On se dit, mais les États-Unis, c'est pas pareil, il y a plus de monde, etc. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que c'est ultra concurrentiel. Ouais, c'est vrai. En France, on parle de médias, mais qui lance le truc et a la déterre de faire ça pendant 2-3 ans? J'ai fait 1 an et demi de podcast toutes les semaines, sans exception. Je décroche un contrat avec une maison d'édition. Jamais c'est possible aux États-Unis. Et t'imagines l'opportunité court-termiste de faire 1 an de travail, certes, tu mets de l'intensité, mais c'est pas non plus impossible à réaliser, tu vois. Je suis pas meilleur qu'un autre pour avoir fait un podcast. J'étais pas ingénieur du son, j'ai jamais fait d'école de journalisme. Mais je pense qu'il y a un truc où les gens idéalisent beaucoup l'arrivée, tu vois. Dire, mais c'est trop stylé d'avoir un podcast, d'avoir un média qui parle de freelancing, machin. Mais en fait, les gens oublient que il faut avoir une sacrée détermination pour te dire pendant des années, tu vas créer des choses, tu vas te planter, tu vas y passer des heures et des heures. Mais en fait, tu capitalises tellement sur plein de trucs. Genre, c'est hallucinant, tu vois. Ouais, je me rends compte, tu vois, sur, par exemple, Instagram, où j'ai un point vraiment de friction, où c'est difficile. En fait, c'est vraiment un acte de foi, quoi. Quasiment, quoi. Tu vois, où tu dois vraiment te dire, c'est pas grave, j'ai ma vision, je la fais. Mais peu importe ce qui se passe, peu importe les chiffres, peu importe tout ce peu importe les ouragans, etc. J'ai ma vision, je me concentre là-dessus. Et j'y crois vraiment au fond de moi, quoi. C'est assez ouf. On va passer sur la fin de l'échange, si ça te va. Juste avant, du coup, on t'a parlé du mental de Chips. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce mental de Chips? Ouais, j'ai fait une conférence il y a quelques semaines que j'avais appelé travailler son mental de Chips. Je sais pas d'où est venue cette métaphore-là, mais je trouve qu'elle est intéressante parce que la chips, c'est quoi? La chips, au moindre coup de vent, ça s'envole. Et puis en fait, c'est très cassant, tu vois. Tu mets une petite force dessus, la chips, elle craque, quoi. Et en fait, c'est ce qui se passe pour beaucoup de sujets liés à notre mental, en fait. On travaille les techniques business, les systèmes, etc. Mais en fait, on travaille assez peu, finalement, la partie mentale pure, tu vois. Comment est-ce que tu te forges ton mental quand t'es pas un sportif de haut niveau? Parce qu'en fait, les sportifs de haut niveau, ils sont accompagnés. Tous les jours, c'est de plus en plus dur. Physiquement, tu vois, ça transpire, quoi. Je veux dire, la douleur, elle est physique. Là où nous, sur des métiers, moi, je passe 7 heures de mon temps face à un ordi. Donc, si tu veux, physiquement, c'est pas là où je suis le meilleur. En revanche, en fait, moi, je me prends
des remises en question, des doutes, des échecs, des trucs qui se passent pas comme prévu. Et donc, si j'ai ce mental de chips là, ben, en fait, je craque et au bout de 3 mois, j'arrête le podcast. Au bout de 2 mois où j'ai envoyé 10 mails de prospection, j'arrête parce que en fait, tout le monde me dit non et je me dis que je suis nul et que je suis bon à rien. Et donc, c'est l'idée de se dire comment est-ce que tu travailles ton mental. Et donc, il y avait plusieurs sujets. Tu vois, il y avait, on en a parlé, s'entourer de vagabonds. Ouais. Il y avait aller chercher de la discipline plus que de la motivation. Ouais. Tu vois, la motivation, c'est ce qui te donne le coup de pied pour lancer cette idée, te lancer en freelance, lancer tel et tel projet. Mais derrière, il faut que tu ailles chercher de la discipline et donc de l'intentionnalité dans ce que tu fais. Ouais. Pourquoi tu le fais? C'est quoi les rendez-vous que tu te fixes? À quelle fréquence? Comment tu vas le faire? Dans ton lot du temps? Comment est-ce que tu séquences ça, etc. C'est trop bien, ça fait de la méthode Coué pour les auditeurs. Optionnalité, intentionnalité, etc. Enfin, c'est bien. Parce qu'en fait, ta motivation, au moindre coup de vent, elle va vriller, tu vois. Ouais, carrément. T'as envie de courir, t'es déter, motivation, hop, tu t'achètes des chaussures. Ouais. Dimanche soir, 20h quand il pleut, la motivation, elle est pas là. Hein. Ouais. Par contre, la discipline, elle est là. De dire, attends, c'est dans mes objectifs, je me suis fixé ça, j'ai pris engagement auprès d'un groupe de responsabilité. Si j'arrive le lundi et que je leur dis, j'ai pas été courir parce qu'il faisait froid, c'est pas fou, tu vois. Pas ouf. J'avoue. Donc voilà un peu le mental de chip. Donc t'avais ça, t'avais le fait de garder de se focaliser sur ce qu'on contrôle plutôt que sur le résultat espéré. Donc, par exemple, tu vois, tu fais de la prospection parce que c'est un gros sujet. Qu'est-ce que tu contrôles? La manière dont tu construis ta base de prospection, la manière dont tu construis tes messages de prospection, les informations que tu vas récupérer pour intéresser ton prospect. En revanche, ce que tu contrôles pas, c'est est-ce que tu arrives au bon moment? Est-ce que la personne, elle est bien lunée ce matin et elle va te répondre oui ou arrête de m'emmerder connard, tu vois? Mais en fait, ça, tu le contrôles pas. Ce que tu contrôles, en revanche, c'est est-ce que toi, t'as fait tout ce qu'il fallait pour avoir quelque chose de personnalisé, pouvoir créer de la conversation, pas être trop pushy, avoir des options sur tiens, j'ai pas de retour, tiens, mon mail prochain, ça va être une étude de cas, etc., etc., tu vois. Ouais. Te concentrer sur ce que tu contrôles parce que, en fait, il y a que là-dessus que tu vas pouvoir progresser, en fait. Ouais. Ça me fait penser à ce que je voulais te dire aussi tout à l'heure, c'est que quand tu prends un nom, c'est quand même toi. Enfin, tu dis que faut arriver à dire que c'est pas pour toi qu'on donne nom, à toi qu'on dit un nom, mais c'est quand même, tu vois, versus une boîte type startup, etc., où tu vends un produit, où t'incarnes, t'as un rôle de représentation pour la boîte, c'est quand même à toi qu'on dit non, quoi. Donc faut arriver à prendre de la distance par rapport à ça. C'est pas facile, je pense. Enfin, c'est moins facile en tant que freelance. En fait, il faut comprendre d'où vient le nom, tu vois. Est-ce que le nom, c'est parce que ta gueule lui revient pas à ton client? Et dans ce cas-là, effectivement, tu peux pas changer grand-chose. Et donc là, t'as pas de contrôle là-dessus. Donc, il y a d'autres clients que tu peux aller chercher. Après, le nom, il est intéressant, c'est de questionner le client sur pourquoi est-ce que vous m'avez dit non. En fait, j'ai trouvé quelqu'un qui avait plus d'expérience. Ouais. Ok, donc, alors que toi, t'as l'expérience, t'as peut-être pas bien vendu l'expérience que t'as eu dans le passé. Ça peut être ta méthodologie. Est-ce que, en fait, tu as été suffisamment convaincant et tu as suffisamment rassuré le client sur ta capacité à répondre à son problème? Est-ce que c'est tes anciennes études de cas? Est-ce que c'est ton portfolio? Est-ce que ça a été ta manière de conduire l'appel? Est-ce que ça a été ta proposition commerciale? En fait, tu vois, le nom, il peut avoir plein de paramètres différents sur lesquels tu vas pouvoir jouer et sur lesquels tu vas pouvoir t'améliorer. Et pour ça, tu es obligé de demander du feedback. Donc, plutôt de se vexer quand un client te dit, non, je suis pas intéressé pour bosser avec vous. Moi, ce que je fais, c'est, ok, est-ce qu'on peut prendre 10 minutes pour échanger ensemble? Est-ce qu'on peut prendre 10 minutes pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas signé ensemble? Et ça, c'est golden, quoi. Trop bien. Si t'arrives à caler ça, c'est trop cool, j'avoue. Ok, on arrive sur la fin de l'échange. J'ai 2-3 petites questions. Ouais. Et du coup, là, il va falloir faire preuve de synthèse parce que je sens qu'on va se faire virer du studio. Allez. Incessamment sous feu. C'est quoi l'idée contrarienne qui va à contre-courant que tu peux avoir? C'est marrant. J'ai une note sur mon téléphone qui s'appelle idée contrarienne. C'est génial. Il y en a pas mal. J'adore ça. Peut-être une que je peux te partager, c'est sur l'école. J'ai très très peur de l'avenir de l'éducation et de l'école en France, tu vois. Et ça me rend à la fois triste et aussi anxieux, notamment si demain j'ai des enfants. Et ça me pose tout un tas de questions parce que pourquoi? Parce qu'on est en train de créer un énorme décalage. Je m'explique. En gros, aujourd'hui, à l'école, le problème, c'est qu'on t'apprend à être moyen. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le but du jeu à l'école, c'est d'avoir la moyenne partout. Et donc, en fait, plutôt que de travailler tes zones d'excellence et tes zones de génie, on va travailler tes faiblesses pour essayer de les remonter à la moyenne. Le problème, c'est qu'on valorise pas l'excellence, tu vois. En gros, t'es capé à l'école, t'es capé sur 20, t'es capé sur 40, t'es capé sur 100. Et donc ça, c'est le premier problème, de dire, en fait, t'es capé, alors que on devrait travailler les zones d'excellence de chacun pour éviter d'avoir que des gens qui sortent d'école et qui sont complètement moyens, par exemple. Et ça, pour moi, c'est très dangereux, notamment pour l'innovation, que ça soit de l'innovation entrepreneuriale, produit, etc. Ok.
J'adore. Il faut que tu parles avec Fanny Nussbaum, je Ok. pense. Est-ce que tu préfères gagner ou est-ce que tu détestes perdre? Je déteste perdre. Ah ouais? Il détaille un peu. Pourtant, t'es un gros joueur de jeux de société. Comment tu fais? Moi, je peux pas supporter ça. Parce qu'en fait, je me dis, en théorie, si je perds pas, je gagne, tu vois. Ouais. C'est pas faux. Ça tient. Mais tu vois, je préfère me dire, je préfère terminer deuxième que vraiment dernier, par exemple. Moi, finir deuxième, c'est perdre. Tu vois, genre, Ok. tu me mets deuxième, je suis dégoûté, quoi. Bah, ça dépend pourquoi, tu vois. Est-ce que Ouais. c'est lié à toi et parce que t'as mal joué? On est d'accord, ouais. Ou bien c'est parce que les règles du jeu et le jeu a fait que tu pouvais pas gagner parce que t'avais pas les bonnes armes de base, tu vois. Intéressant. T'étais quel type d'enfant? Très discret, Ok. très solitaire. Ouais. Moi, j'étais un petit geek, tu vois, et je le suis toujours d'ailleurs. Ouais. Donc très très solitaire et très timide surtout. Intéressant. Donc, j'avais des potes, hein, mais j'étais, tu vois, j'allais pas voir les gens. Moi, je me souviendrai toujours. Je demandais à ma mère l'autorisation d'aller jouer avec les enfants dans le parc, tu vois. Ok. Donc j'étais très 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 timide. Ça C'est s'est inversé aujourd'hui, mais ouais. c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de créateurs, notamment de podcasts, qui sont assez, alors introvertis, mais aussi à l'origine, pas forcément, qui vont aller naturellement vers les autres. C'est drôle, je trouve. Ouais, et moi je l'explique, moi je l'ai conscientisé un peu, Ouais. très rapidement pour te le dire. En gros, je trouve que les meilleurs podcasteurs, je m'inclus pas forcément dedans, attention, hein, mais les podcasts que j'aime écouter, c'est des gens qui sont... Moi, je t'inclus, hein, clairement. C'est De gentil. toute façon, t'es labellisé top performer, là, donc c'est bon. Non, mais c'est des gens qui sont profondément intéressés par l'autre. Ok. Et la réalité, c'est que quand t'es introverti, bah, généralement tu parles un peu moins de toi et t'es beaucoup plus ouvert sur les autres. Parce que en fait, ce que t'as envie de comprendre, c'est de poser des questions, Ouais. c'est t'intéresser à l'autre et t'es très content d'écouter la personne que t'as en face de toi. Et ça, mine de rien, c'est un énorme atout et un énorme avantage dans le podcast. Il y a rien de pire que les podcasts où t'as l'invité qui parle 3 fois moins que le créateur. Tu vois, j'ai envie de dire, bah, fais un podcast solo, tu vois. On a tous quelques podcasts en tête, évidemment, Voilà, mais on ne va les pas citera nommer, pas. mais c'est clairement ça. C'est quoi ton univers de fiction préféré? La science-fiction sans... Mais quel univers, tu vois? Moi, par exemple, c'est le Seigneur des Anneaux. Ah, bah moi je suis un enfant de Star Wars, quoi. Je suis un Ok. très 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 T'es de gros cette client team-là? Star Wars. Ok, bon, bah, écoute, je suis profondément déçu, on va finir sur ça. Ouais. Non, je rigole. Non, mais c'est très cool, en vrai. Très Bah, il y a cool. plein de références, Ouais. tu vois, au Japon féodal. Il y a plein de références à Non. d'autres univers de science-fiction. Je pense à Dune, par exemple. Donc ouais, Star Wars, bah c'est par là que moi je suis rentré quand j'étais gamin, tu vois. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Trop cool, merci Alexis. Comment est-ce qu'on résume l'épisode? Je te fais bosser encore un peu et puis après on va arrêter. Bah, mental de chips et discipline. On a parlé de ton média, de pourquoi c'est hyper important d'en créer un. On a parlé aussi des pièges qu'on a pu rencontrer, qu'on peut rencontrer quand on lance son activité notamment, et puis même après en fait. On a parlé donc des routines d'organisation un petit peu, et surtout que t'es le créateur de contenu le plus sous-coté du game et que c'est quand même hyper important d'aller jeter une oreille. Alors moi personnellement, pour être tout à fait honnête pour les auditeurs, j'adore ton format solo j'écoute toutes les semaines. Il fait un peu plus d'1 heure, il est assez long quand même. Mais il y a tellement de valeur sur chacune des histoires que tu racontes. Moi, c'est surtout ça. Il y a plein d'histoires que tu racontes. Par exemple, tu avais parlé des Lego à un moment donné. Ouais. Et je trouvais ça hyper smart, et hyper malin et hyper fin. Plein de bons conseils réplicables dans la vie de tous les jours. Et rien que pour ça, je voulais te remercier de vive voix. Bah merci beaucoup. Un peu devant tout le monde et devant personne en même temps puisqu'on recorde tous les deux, quoi. Bah merci beaucoup, en tout cas c'était un plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Alexis? Et bah écoute, tout est sur tribuindé.com. Tribu 1 2, les amis, vous avez compris, je pense. Et si jamais, évidemment, vous cherchez un accompagnement, que vous savez pas à la fois lancer votre activité ou faire décoller votre activité, à la fois le réacteur et les différents services qui ont été lancés par Alexis, je vous invite à jeter un petit coup d'œil et surtout envoyer un message à Alexis. Évidemment, les amis, vous l'avez compris, on peut aussi mettre des reviews, des étoiles. Je vais pas vous les répartir. Très très important. C'est hyper important, mais les gens se rendent pas compte à quel point c'est important, quoi. Ça booste un peu l'ego et ça t'évite d'être sous-côté aussi. De ton Ouais. côté. Puis ça fait du bien, quoi. Merde, c'est un petit clic, 1 seconde, une petite review de juste coucou PE, c'était trop cool. Merci Alexis, c'était trop cool. C'est tout. Bah, celles ceux qui ont écouté l'épisode, mettez un commentaire avec mental de chips un peu partout. Et ça nous permettra de savoir qui a été vraiment jusqu'au bout de l'épisode. Ouais. Exactement. Et vous aurez, je ne sais pas quoi, mais vous aurez un truc. Je vous envoie un petit MP. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures. Voilà là, compliqué. Nouvelles aventures, les amis. On y va. Let's go. Ciao. Ciao.